Bonjour tout le monde, je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une deuxième vidéo parlant de trucs problématiques sur un auteur. Et comme vous l'aurez probablement remarqué par le titre, l'auteur d'aujourd'hui c'est nul autre que George R. Martin. Je vais dire à la française, avec l'accent français parce que mon accent anglais n'est pas le meilleur. Avant de commencer ma vidéo, pour tous ceux et celles qui ne sont pas abonnés et qui aiment parler de lecture, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à la liker. Puis vous pouvez toujours me dire en commentaire d'autres auteurs ou autrices qui ont eu des comportements ou qui ont des comportements problématiques et que vous voudrez que je fasse une vidéo dessus. Le mois passé, je l'avais faite sur J.K. Rowling. C'est la première qui m'était venue en tête pour ce genre de vidéo-là. Entre autres pour des commentaires transphobes. Ouais, c'est ça. Dans le gros, c'est comme la grosse problématique. Il y avait aussi eu des critiques sur des genre il y aurait de la grossophobie dans la série Harry Potter, puis il y avait c'est racisme aussi. Puis là aujourd'hui avec George R. Martin, c'est encore les mêmes problématiques. Il y a racisme, transphobie et sexisme. Mais comme dans la dernière vidéo, j'ai séparé en trois. Puis ça, petit commentaire numéro 1. Si vous me voyez regarder par en bas, j'ai mon document Word devant moi avec toutes mes notes. Évidemment, j'apprends pas tout ça par cœur parce que sinon je suis pas à l'école. Je fais ça, mes vidéos pour le fun. Et ça, les apprendre par cœur, ça me rajouterait un stress que je veux pas me mettre sur les épaules. Commentaire numéro 2. Je suis pas là pour nécessairement critiquer vos choix de lecture. Si vous aimez, par exemple, les Game of Thrones de cet auteur-là, lisez-les, faites comme vous voulez. Je suis plus là pour critiquer ce que l'auteur a dit ou fait. Puis c'est ça, fait que c'est aucunement une critique contre vous, les lecteurs, mais plutôt contre les actions de la personne concernée. Puis même là, j'essaie de faire ça le plus sans biais possible en fait. C'est sûr que, comme dans la dernière vidéo, je vais faire quand même certaines critiques et commentaires, mais je me base toujours sur des articles qui sont sortis et qui traitent de l'affaire, de ces questions-là. Donc, c'est ça, je vais me lancer dans la vidéo. J'ai divisé en 3 différentes sections. J'ai commencé par l'avis général de George R. Martin. Je pense que je vais juste appeler Martin, son nom de famille, pour la suite, ça va être plus simple. Donc, je commence par sa vie générale, après par son succès, puis je vais terminer par ses problématiques. Puis dans les problématiques, c'est ça, j'ai allé par, je l'ai divisé en 3 aussi, pour traiter des 3 problématiques qui sont surtout ressorties, soit le racisme, comme je l'ai dit, la transphobie et le sexisme. Puis dans chacun de ceux-là, je vais parler en gros de ce qui a été dit, puis après je vais peut-être faire des petits commentaires par rapport à ces problématiques-là. Donc, on y va. Donc, comme je l'ai dit, je commence par sa vie générale. Un petit commentaire que j'ai oublié de faire tantôt. Ça se peut que ça soit long comme vidéo. J'essaie d'en dire le plus possible dans le moins de temps. Mais c'est ça, je fais comme je peux. Puis j'essaie de présenter le plus d'informations qui ont été présentées pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion par vous-même avec le plus d'informations possible. Fait que c'est ça. Je commence par sa vie générale. George R. Martin est né le 20 septembre 1948 dans la ville de Bayonne,
C'est dans le New Jersey, aux États-Unis. Il est, dans le fond, dans la vie de tous les jours, c'est un écrivain de fantasy et de science-fiction. Mais il a aussi été scénariste et producteur. À l'école, il découvre un intérêt pour les comics et il va commencer son épopée dans l'écriture avec des fanfictions et ça l'emmène à gagner un prix en 1996. C'est le prix Alley dans la catégorie fan avec sa fanfiction sur Power Man versus The Blue Barrier qui est jugée comme étant la meilleure fanfiction de... C'est ça. Puis entre 1972 et 1974, il fait du volontariat au Vietnam dans un programme contre la guerre... dans un programme de la guerre contre la pauvreté. Par la suite, ça ne disait pas où ce que c'était, mais je pense qu'il revient aux États-Unis, puis entre 73 et 76, il est superviseur de tournois d'échecs et il est chargé de cours, par la suite chargé de cours à l'université Clark entre 1976 et 1978. C'est chargé de cours de journalisme, en fait. Puis en même temps, il écrit des nouvelles de science-fiction et il gagne un prix en 75, c'est le prix Hugo du meilleur roman. Du meilleur roman court, en fait. Puis en 75, il se marie. En 79, il se divorce. Et en même année, la même année, en fait, en 79, il devient auteur à temps plein. Donc, il se lance vraiment dans ce monde-là. En 80, il remporte le prix Hugo. C'est le prix Hugo, le prix Locus et le prix Nebula pour sa nouvelle Les Rois des Sables. Et autre que ses romans de science-fiction, Martin aborde aussi le genre de l'horreur avec ses romans River Dream, publié en 1982, et Armageddon Rag en 1983. Puis aussi dans les années 80, il travaille comme scénariste et compose en parallèle des recueils de nouvelles et des romans de science-fiction. Mais il revient dans le monde des romans dans les années 90 parce qu'il trouve que être scénariste ça le contraint un peu à une chose, puis il veut sortir un peu de ce contrôle-là. Donc maintenant, j'ai rentré, c'est comme un survol rapide de sa vie générale, et maintenant, je pars sur son succès. Donc, dans les années 90, comme je le disais, il commence pleinement, il revient pleinement dans le monde de l'écriture et commence à écrire. Je m'excuse, j'essaie de me dépêcher pour rentrer toute l'information dans le moins de temps possible parce que sur ma vidéo sur GQ Bowling, je l'ai faite en un peu plus qu'1 heure, fait qu'on s'entend, c'est quand même long. Mais si je pars trop rapidement, je me mêle dans les mots, fait que c'est ça. Donc c'est ça, en 90, il se relance dans le monde de l'écriture avec sa série le Trône de Fer, Game of Thrones en anglais. Le premier tome, Game of Thrones, sort en 96 et les deux autres tomes sortent très rapidement par la suite. Donc, il y a A Clash of Kings, le deuxième tome, qui sort en 99, et A Storm of Swords, le troisième tome, qui sort en 2001. Par la suite, les deux autres tomes d'après prennent un peu plus de temps à sortir. Ça écrit que l'auteur rencontrait des difficultés dans leur écriture. Donc, il y a A Feast of Crows, le quatrième tome, qui sort en 2005. Et A Dance with Dragons, le cinquième tome, qui sort en 2011. Les trois premiers tomes, ils gagnent le prix Locus du meilleur roman fantasy. Et les deux autres, les deux derniers tomes, en fait, se classent dans le premier rang
de la liste des best-sellers du New York Times. Puis A Dance with Dragons reçoit lui aussi le prix Locus du meilleur roman de fantasy. Puis comme on le sait tous, la série devient assez populaire et peut être considérée comme étant un succès commercial, assez pour que en 2007, la chaîne de télévision états-unienne achète les droits d'adaptation de la série de livres pour la tourner en fait en série télévisée. Et c'est ça, la première saison de Game of Thrones commence à être diffusée en 2011. Puis l'auteur en fait a été très impliqué dans les démarches. Entre autres, il participe à la production, puis pour les 4 premières saisons, il écrit le scénario d'un épisode par saison. Donc, c'est ça, c'est un peu cette série-là, c'est un peu cette série-là qui l'a fait connaître, même si avant, il y avait quand même eu un certain succès avec ses nouvelles, avec ses fanfictions, vu qu'il a gagné des prix. Mais si on dit le nom de George R.R. Martin, je suis pas mal sûre que tout le monde l'associe à Game of Thrones. Donc c'est un peu cette série-là qui l'a fait connaître. Et à qui il doit son succès. Donc c'est pas mal ça pour la partie succès. Maintenant, je me lance dans les problématiques. J'ai commencé avec la plus grosse, c'est le racisme. C'est que, genre, dans l'événement que je vais parler, c'est un peu là où ce que se passe aussi le moment de transphobie. Fait que je vais commencer par commencer par la problématique de racisme. En fait, ça se passe en 2020. Martin est nommé comme maître de cérémonie pour le Hugo Awards 2020. C'est un prix qui récompense les auteurs de science-fiction et de fantasy. Puis malgré la grande diversité dans les nominés, durant son discours, l'auteur fait plusieurs références à des figures qui sont souvent associées à la suprématie blanche, comme H.P. Lovecraft et John W. Campbell. Puis par la suite, dans la cérémonie, il y a de la difficulté à dire certains noms, dont les noms de certains lauréats. Puis à la suite de ça, ben il y a plusieurs accusations de racisme qui fusent sur les réseaux sociaux. Parce que ben un des trucs qui a été nommé, que j'ai vu passer dans les articles, c'est que justement les lauréats devaient préalablement envoyer comment est prononcé leur nom, justement pour que leur nom soit bien prononcé durant la cérémonie, ce qui est logique. Donc, première critique, c'est par rapport aux allusions des propos bon, je recommence ma phrase. La critique est par rapport à son utilisation des propos de H.P. Lovecraft et John W. Campbell. Les deux ont reçu des Retro Hugo Awards qui sont remis à des créateurs qui ont réalisé des œuvres mais avant la création du prix. Puis il me semble que c'est Campbell qui ben son nom a été enlevé par la suite de ça par rapport à ses propos, mais j'ai pas vu si Lovecraft a été enlevé ou non aussi. Mais en tout cas, j'ai vu que Campbell l'était. Puis en gros, les sources que j'ai trouvées, ce qu'ils disaient, c'est que Lovecraft avait eu des propos xénophobes, antisémites, puis il poussait beaucoup de l'avant la suprématie blanche, tandis que Campbell avait des croyances racistes et pseudo-scientifiques.
Puis de plus, durant l'événement, l'auteur prend son temps de parole pour révéler de manière appuyée, je cite un des articles, révéler de manière appuyée ces figures en négligeant volontairement la nouvelle génération, ce qui est beaucoup aussi critiqué parce que son message est perçu comme étant politique, puis pour le moins discutable. C'est ça. Puis l'auteur présente ses excuses dans une publication sur le blog créé pour l'événement. Puis il dit que il aurait lu certains noms en ouvrant l'enveloppe. Fait que dans le fond, l'événement, ça sera l'événement qui lit pour la première fois certains noms. Fait que ça expliquerait pourquoi il pourrait pas prononcer certains mots. Pourtant, il y a Nathalie Luhrs, Luhrs, qui travaille pour Pretty Terrible, c'est un site que j'ai vu. Puis elle écrit un article dans lequel elle écrit que ben justement les nominés doivent envoyer la façon dont leur nom est prononcé, et ça d'avance pour que justement ben la personne puisse dire le nom correctement. Puis elle écrit aussi que the fact that Martin chose not to use that information is disgusting and racist as if, as only without expectation the names he mispronounced were black and brown. Donc dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que genre le fait qu'il a pas utilisé cette information-là est assez dégoûtante et est raciste en tabarnouche. Et surtout que la majorité des noms, en fait, surtout parce que la majorité des noms qu'il ne réussissait pas à prononcer, c'est les noms de personnes noires ou brunes, fait que dans le fond des personnes de couleur en fait. Donc c'est ça, ça fait beaucoup de controverses dans ça. Après cet événement-là, il y a eu beaucoup de critiques sur ses propos. Donc c'est pas mal ça pour le point racisme. Maintenant, ma critique, en fait, je suis pas mal d'accord avec les critiques qu'il a reçues. En fait, je me connais pas vraiment dans la façon dont fonctionnent ce genre de cérémonie-là, mais il me semble que, genre, du moins les personnes qui présentent les nominés doivent au moins un minimum savoir le nom des personnes qui sont nominées. Puis justement, mais comme le disait Luhrs, c'est quoi son prénom? Nathalie Luhrs, ben, il me semble que c'est logique que les organisateurs de la cérémonie envoient, ben justement, demandent aux lauréats d'envoyer la prononciation de leur nom. Puis il me semble logique qu'ils envoient cette information-là à la personne qui mène la cérémonie. Donc, à la fin, c'est genre... Okay, genre, il y a deux possibilités, genre, de personnes à tort. Soit, justement, ben, Martin a reçu l'information, puis il a décidé de mal prononcer quand même les noms, ce qui est quand même assez whack. Si tu sais comment prononcer le nom de quelqu'un, prononce-le correctement, ou au moins fais du mieux que tu peux. Puis si la personne te reprend, excuse-toi, puis reprends le nom comme la personne te le dit. Sinon, l'autre possibilité, c'est que soit les personnes qui ont organisé la cérémonie, soit ils n'ont pas demandé l'information, ou soit ils l'ont demandé, mais ils n'ont pas envoyé l'information à Martin. Puis dans les deux cas, ben si c'est cette tangente-là, ben c'est eux qui sont en tort, puis c'est ça. Mais je pense que genre c'est juste Martin qui est dans le tort. Surtout qu'il a fait référence à des propos tenus par des personnes qui sont reconnues comme étant xénophobes
antisémites, racistes. Genre, si tu fais référence à des personnes de ce genre-là, quand tu sais que il y a plusieurs lauréats qui sont dans la communauté non blanche, on veut dire, c'est un peu whack aussi, pis c'est un peu... Mais ça, c'est juste pas nécessairement les propos à choisir dans ce contexte-là. Je dirais, tu sais, c'est juste... En tout cas, c'est ça, c'est un peu legit ce que... c'est un peu pas legit ce qu'il a fait, là, mais genre, c'est ça. Je vais passer à la prochaine problématique. Prochaine problématique, un peu plus courte, c'est encore dans la prix de Hugo, c'est la cérémonie de Hugo Awards 2020. C'est encore dans le son discours, Martin tente de faire une blague, gros guillemets, je mets de gros guillemets ici, en disant que la statue d'Oscar est un eunuque doré dû au manque de l'organe génital masculin de la statue. J'ai dû chercher ce que voulait dire eunuque parce que je savais pas. Et en fait, c'est homme sans virilité. Il y avait aussi une autre définition qui disait que c'est homme qui gardait les femmes dans un harem. Il y avait un autre mot dans la définition, mais je pense que c'est ça, c'est pas l'homme du harem, genre principal du harem, mais c'est lui qui s'assure que les femmes restaient dans le harem. Mais j'en déduis que dans ce contexte-là, c'est plus par rapport à la définition homme sans virilité. Et encore une fois, Nathalie Leuze critique cette blague-là parce que ben justement c'est ça, elle décrit la blague comme étant gender essentialist and transphobic parce que dans le fond ce qu'on doit comprendre de la blague, c'est qu'il dit que un Oscar, c'est supposé représenter un homme, mais il n'a pas d'organe génital masculin entre les jambes. Donc, vu qu'il lui manquerait ces parties-là, ben ça serait un homme sans virilité parce qu'il y aurait besoin de parties génitales masculines pour être viril. Ce qui est en soi très essentialiste en ce qui a trait à la représentation des genres et ce qui est aussi transphobique transphobe en fait parce que c'est pas tous les hommes qui ont un bâton entre les jambes et ça fait pas qu'ils sont moins virils ou moins hommes, ça reste des hommes virils puis c'est ça. Puis elle rajoute aussi que I'm not particularly gender non-conforming, but if that segment made me feel gross and unwelcome, imagine how it made not only the trans and other gender non-conforming nominees feel, but also all those who were watching. Dans le fond, elle dit que si ben tu sais, elle ne se considère pas nécessairement comme étant non conforme à son genre, mais si si ce segment du show-là, de la cérémonie-là, la faisait sentir pas bien, genre imaginez comment ça faisait sentir les personnes trans et les personnes qui ne se conforment pas à leur genre, ou encore les personnes qui regardaient le show. Et encore une fois, pour ma partie commentaire, parce que c'est ça, comme je le disais, c'est une partie assez courte. Encore une fois, je suis comme assez d'accord avec ce qu'elle dit. C'est sûr que, genre, il disait peut-être ça juste comme une blague, mais genre, c'est pas une blague, c'est une blague mal placée, je trouve. Tu sais, c'est plus une joke à faire, genre, au point où on en est. C'est rendu en 2022, ben là, c'est rendu en 2020, au point où ce qu'on en était en 2020.
genre, me semble, on est rendu à un autre point que, genre, faire des blagues portant sur la virilité des hommes, parce qu'il n'y a pas une seule façon d'être homme, comme il n'y a pas une seule façon d'être femme, ou même il n'y a pas une seule façon de se positionner sur l'échelle du genre. Donc, c'est ça, c'est juste une blague de mauvais goût. J'irais peut-être pas jusqu'à dire qu'il est transphobe, parce que ben ça, tout le seul moment où j'ai trouvé, ben genre le seul événement où j'ai trouvé que j'ai trouvé sur internet qui disait qu'il était qu'il avait des propos transphobes, c'était ce moment-là. Donc c'est ça. J'irais peut-être pas jusqu'à dire qu'il est totalement transphobe, mais il y a eu des propos transphobes et j'espère qu'il l'a réalisé, puis qu'il a su évoluer après ça pour plus parler de... Ben pas nécessairement plus parler, mais genre plus penser de cette façon-là en fait. Donc c'est ça, c'est qu'il était ça pour la partie transphobe. Maintenant, pour la partie sexisme, je me rends compte que c'est aussi une grosse partie, peut-être quasiment plus grosse que la partie racisme. Fait un autre gros bout. En fait, il y a eu plusieurs critiques sur la série Game of Thrones. Cette série-là a été et est au centre de débat quant à savoir si l'histoire est sexiste, misogyne ou plutôt féministe. En fait, ben ça, dans un des articles que j'ai vus, ça disait que justement il y avait comme deux pôles dans les personnes qui ont regardé la série. Petit point à noter avant que je me lance là-dedans, j'ai lu aussi que mais ça, il y a certains passages qui n'étaient pas dans les livres et qui ont été rajoutés dans la série, dont un moment qu'un personnage féminin avait des relations, ben, dans le fond, un homme avait des relations non consentantes avec elle. Fait elle voulait pas, puis lui, il voulait, puis il la forçait à vouloir, même si elle voulait pas. Fait que je veux pas dire le nom sur YouTube, parce qu'à ce qui paraît, c'est pas bien de dire ce mot-là, mais c'est un mot commençant par V. Donc, c'est ça. Puis, ça, fait il y a certaines scènes que lui, il n'a pas nécessairement écrites, mais qui ont été rajoutées dans la série, puis il était pas nécessairement d'accord. Mais globalement, les points restent les mêmes, tout de même. Parce qu'il y avait quand même un certain mot à dire dans tout ça, mais c'est ça, il y a quand même une certaine limite à ce qu'il pouvait dire ou faire en ce qui a trait à la série télévisée. Donc, d'un côté, il y a certains auditeurs qui trouvent que la série est progressiste grâce à ses personnages féminins, puissants, dont le côté psychologique a été vraiment approfondi. Et de l'autre côté, il y a, genre, à l'opposé, il y a d'autres personnes arrivent pas à expliquer toutes les scènes de nudité que c'est des personnages féminins, parce que dans plusieurs scènes, ces personnages-là seraient quasiment nus, et la forte présence de scènes de V. Donc, de femmes qui ont des relations qu'elles ne veulent pas avoir, puis elles sont forcées là-dedans. Un des articles que j'ai vu rapporte les propos de Hélène Breda. C'est une doctorante en études cinématographiques et audiovisuelles, puis elle a fait des recherches portant entre autres sur la représentation des identités culturelles à l'écran et sur les mobilisations militantes féministes, queer et LGBT en ligne. Mais il y a aussi plein d'autres trucs qu'elle a fait des recherches dessus. C'est juste en ce moment avec ce que je parle, c'est les deux points que je trouvais les plus importants à mentionner. Mais ça, elle a aussi fait d'autres recherches dans le monde justement cinématographique et audiovisuel. Puis elle, Madame Breda, elle mentionne que les questions de genre font déjà partie de la réception
de livres, des œuvres de livres depuis des décennies, surtout dans le monde anglo-saxon, un peu moins dans les communautés francophones, mais de plus en plus. C'est quand même présent, mais c'est plus présent, en tout cas depuis plus longtemps, dans le monde anglo-saxon. Et c'est ça. Donc, je continue. Fait que les livres, les histoires reçoivent beaucoup de critiques par rapport à justement aux relations de genre, entre autres avec le male gaze. Dans le fond, c'est un peu souvent c'est quoi le mot? La sexualisation des femmes, du corps de la femme. Dans ma vidéo en ce moment est pas là-dessus, mais en gros, c'est la façon dont, par exemple, des scènes vont être tournées pour le male gaze versus pour une audience générale ou la female gaze, on va dire. Puis ça va être assez différent comme cadre, comme façon d'être filmé. Je trouve ça vraiment intéressant parce que justement j'ai vu plein d'articles passer bien avant que je fasse ces recherches-là. Entre autres, genre petite parenthèse par rapport au male gaze, justement j'avais vu des articles passer sur c'est Harley Quinn, les films qu'il y a eu sur elle. Je me souviens qu'il y a un des premiers qui a été fait, justement, c'est un scénariste, un homme, en fait, et le Song of Birds, quelque chose du genre, ça a été une scénariste, donc une femme, et justement, il y a l'article que j'ai vu comparait la façon de tourner les scènes, et c'est vraiment différent par rapport à comment c'était tourné. Par exemple, avec le male gaze, ben la caméra va prendre plus de temps pour filmer tout le corps de Harley Quinn, tandis que et ça de derrière par exemple, tandis qu'avec la female gaze, ben une scène similaire va se faire, mais au lieu de la suivre de derrière en montant, ben on va la suivre. Fait que ça va pas, le regard ne va pas être mis sur le corps, mais plutôt sur ce qu'elle fait. Fait que, fin de la parenthèse, c'est un peu ça, le male gaze, pour ceux qui savaient pas trop. C'est sûr que ma définition est très vague et il y a plus à savoir. Il y a Google pour vous aider à plus en savoir, plus vous instruire si jamais ça vous intéresse de faire des recherches dessus. Et en plus, Google, c'est gratuit, fait que vous pouvez y aller. Donc, ça pour revenir sur Hélène Breda, elle rajoute que, et je cite, la diffusion et la circulation de savoir féministe sur Internet a permis une démocratisation de certaines notions, comme justement le male gaze, ce qui, premièrement, fait en sorte que le grand public peut plus facilement justement s'informer sur ces notions-là, sur ces concepts-là. Puis de l'autre côté, ça rend aussi plus difficile de rester dans certains stéréotypes genrés sans s'en critiquer, parce que les gens justement ils sont plus informés, ils sont plus conscientisés à ces problématiques-là. Fait que quand ils vont voir une série ou un film, ils vont faire « Hey, pourquoi je me sens pas bien par rapport à cette scène-là? » Ils vont réfléchir, puis ils vont faire comme « Ah ouais, c'est vrai, j'ai appris que telle affaire, ça rentre dans tel stéréotype. Genre, moi, je me sens pas confortable à ça maintenant. » Puis ils vont critiquer la série. Donc, c'est ça. Donc, Hélène Breda fait justement cette analyse-là par rapport à la série, parce que justement, elle dit que les gens, ben, ils sont plus enclins à critiquer vu qu'ils savent un peu plus de quoi ça a rapport. Maintenant, je continue avec Sarah David, qui est journaliste pour Broadly, et elle décide en 2017 qu'elle va faire passer
la série au test de Bechdel. En fait, c'est un test qui a été inventé en 1985, il me semble. Ben, c'est 1980 quelque. Puis par une dessinatrice dont j'ai oublié le nom puis que j'ai pas marqué, je m'en excuse. Mais c'est ça, ce test-là, dans le fond, veut mesurer la sous-représentation des personnages féminins puis leur contact un peu avec les d'autres personnages selon 3 critères. C'est puis dans le fond, c'est 3 questions. La première, est-ce que l'œuvre fait intervenir au moins deux femmes identifiables par un nom? Fait que 2 personnages qui interagissent entre elles, puis on peut se dire, ok, elle c'est ça son nom, elle c'est ça son nom. Parfois, il y a 2 personnages féminins qui se parlent, mais on sait pas leur nom. Fait que si c'est le cas, ben le premier critère fonctionne pas. Mais si on peut dire leur nom, super. Genre, on passe au prochain point. Est-ce que ces 2 femmes discutent ensemble? Ou ils sont juste présentes ensemble sur scène? Fait que s'ils interagissent ensemble, il est super. Ou s'ils sont juste là sur scène, ensemble, c'est un peu moyen parce que c'est peut-être pour justement essayer de montrer qu'on essaye de faire de la diversité quand dans les faits, ben genre, ils sont juste là pour faire beau. Et maintenant, 3e point, est-ce que, genre, si elles discutent ensemble, est-ce qu'elles parlent d'autre chose qu'un personnage masculin? Fait que dans le fond, ce point-là, c'est de se questionner sur est-ce que, genre, leur discussion, ben justement, se rapporte à un homme, en fait, ou est-ce qu'elles peuvent discuter entre elles sans que ça ait rapport à genre un triangle amoureux ou au chef de telle affaire ou genre un tel me dit que genre blablabla puis ce que lui il a dit. Vous comprenez mon point. Et les résultats de Sarah David sont vraiment pas positifs pour la série. En fait, sur les 77 épisodes diffusés au moment de sa recherche, il y en a seulement 18 qui valident l'épreuve. Ce qui veut dire que dans les 77 épisodes, il y en a seulement 18 dans lesquels il y a genre deux femmes dans l'épisode qui sont identifiables par leur nom, qui discutent entre elles et que leurs discussions se rattachent pas à un homme. Fait qu'on s'entend, 18 épisodes sur 77, c'est pas beaucoup. Genre, c'est ça, c'est un peu moyen. C'est mieux que 0, mais ça pourrait être mieux, tu sais. On s'entend. Puis là, par la suite, pour se défendre, Martin mentionne qu'il s'est inspiré du monde médiéval d'Europe et ajoute que le monde de Westeros n'est pas une place réelle et que notre histoire personnelle ne devrait pas influencer ou ne devrait pas être utilisée comme base pour son histoire à lui. Par la suite, dans une entrevue, il mentionne que son histoire se base sur la société patriarcale de l'époque médiévale, donc dans laquelle l'égalité des genres n'existait pas, et que cette société était extrêmement classiste. Puis c'est à cette époque-là aussi, les gens avaient une forte opinion sur ce que les femmes pouvaient et ne pouvaient pas faire. Et lui, il s'est basé sur ces codes de conduite-là, justement pour faire interagir ces personnages. Puis il ajoute aussi que les héros et personnages, plus globalement, étaient aussi considérés comme des misfits et qui ne rentraient pas nécessairement dans le cadre de l'époque, dans le cadre de l'époque. Puis il voulait aussi que ces livres soient grandement ancrés dans les faits historiques, malgré les touches de fantasy. On s'entend que les dragons, ça n'existe pas. T'sais, malgré tout, malgré les aspects de fantasy et tout ça, il se base sur genre le monde médiéval,
puis brode autour des éléments de fantasy. Puis il utilise le terme de Disneyland Middle Ages pour décrire la majorité des histoires qui prennent place dans cette même époque-là. Comme quoi, il y a des princes, des princesses, des chevaliers, mais souvent il dit que ces histoires-là ne veulent pas traiter de comment ces sociétés-là fonctionnaient. Donc, c'est ça. En gros, ce qu'il dit, c'est que souvent, ces princes et princesses-là, ben, le prince sauvait la princesse, tout était beau, c'est féerique, c'est cool, puis genre lui, il dit que il voulait pas faire ça, et il voulait vraiment se baser sur comment la société était réellement et comment elle fonctionnait. Puis il mentionne aussi que genre lui, dans son monde, dans l'histoire qu'il raconte, ben il fait beaucoup la description de batailles, de guerres, et que le V, dans les actions forcées sur les femmes, est souvent utilisé comme outil de guerre, et qu'il voulait pas faire comme si ça n'existait pas en temps réel. Donc, maintenant, la partie de mon opinion sur cette problématique-là. En fait, je dois être honnête et je suis assez mitigée parce que, tu sais, d'un côté, je peux comprendre qu'il voulait rester honnête à l'époque médiévale puis qu'il voulait bien représenter ça dans ses romans. Mais en même temps, je dois avouer que j'ai pas lu ses livres, mais j'ai vu assez de publications en ligne pour savoir qu'il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de justement de personnages féminins qui se font faire des trucs qu'elles ne veulent pas. Fait que je me dis, il aurait pu couper un peu là-dessus pour que ça soit moins présent. Puis son point, il aurait quand même pu être bien partagé. Puis tu sais, en gros, ce que je veux dire, c'est que il aurait pu mieux encadrer ce qu'il voulait dire pour que son message soit mieux présenté. Parce que si je me dis que si il reçoit autant de critiques, c'est que son message, il est pas bien pensé. Fait que, tu sais, lui, justement, il voulait dire que, ben, tu sais, le viol, ça, c'est très présent dans les moments de guerre. Puis que, genre, c'est quand même un outil de bataille utilisé encore aujourd'hui. Mais, tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent que, tu sais, il y avait beaucoup trop de ce genre de scènes-là. Fait que, I guess que, tu sais, il aurait pu couper sur le nombre qu'il y avait, puis ça aurait peut-être mieux fonctionné. Fait que c'est ça, mais ça, je peux pas vraiment bien critiquer sans avoir lu les livres, mais déjà à la base, je prévoyais pas les lire, puis je prévois encore moins les lire. Fait que, mais là, je me base sur les informations que j'ai pu trouver sur Internet, et évidemment, c'est pas ça qui manque. J'ai juste eu à, ben, si jamais ça vous tente, de faire vos propres recherches. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est taper George R. Martin, problématique, puis ça me sortait toutes les informations que j'ai reçues. Puis on s'entend, tu sais, j'ai pas tant utilisé de sources, j'ai utilisé 4 articles de journal, puis 2 sites internet, puis les 2 sites internet, ben un des 2 sites internet, c'est pour sa vie générale. Puis pour les problématiques, puis l'autre site internet, c'est pour parler un peu de qui est Hélène Prédat, pour comme dire genre que ses propos ben, sont legit parce qu'elle se connaît puis elle est doctorante dans ce sujet-là. Fait que puis tous les articles de journaux que j'ai vus, j'en ai juste utilisé 4, mais j'aurais pu en utiliser tellement, en mettre tellement plus que ça qui est ben justement qui c'est à peu près la même affaire que les autres articles. Fait que c'est vraiment un sujet qui revenait souvent. Puis excusez-moi pour la... Bon, j'ai une petite couette qui me gosse. Mais ça, c'est un sujet qui revenait souvent. Surtout justement par rapport au racisme et par rapport au sexisme.
Mais c'est ça. Donc, c'est pas mal le tour de ma présentation sur George R. Martin. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je le redis comme le dernier vidéo. S'il vous plaît, soyez, si vous venez faire des commentaires, s'il vous plaît, soyez un minimum civil. Si je vois que vous n'êtes pas tant civil et que vous rabaissez, que ce soit les personnes trans, les personnes de couleur ou les femmes, j'ai pas hésité à supprimer votre commentaire parce que moi, ça m'intéresse pas d'avoir ce genre de commentaires-là sur mes vidéos. Mais si vous avez justement des critiques constructives ou des points que vous aimeriez apporter, tant que c'est fait dans l'amicalité et le respect, ça me dérange pas. Mais c'est ça, s'il vous plaît, soyez un peu civil. Mais sinon, c'est pas mal ça pour ma vidéo d'aujourd'hui. Je le répète, mais si jamais vous avez des auteurs que vous trouvez problématiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, puis ça va me faire plaisir d'essayer de faire justement, de trouver des informations à ce sujet-là et de faire une vidéo avec vos recommandations. Sinon, je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Moi, j'ai bien aimé la faire mes recherches et la monter. Puis sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine!